Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour l'ultime épisode du DH20 2023, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA du Dunk Hebdo NBA podcast. Aujourd'hui, place logiquement aux 2 premières places. Pour ce faire, pour cet ultime épisode du mois DH20, un nouveau quatuor. Pour le dernier épisode, j'ai avec moi Adrien, Amine et Gabin. Ils vous font des petits coucous pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Ils sont bien là. Vous allez les entendre. C'est le dernier. C'est un peu compliqué pour le démarrage. Vous allez les entendre dans quelques secondes. Mais avant ça, comme d'habitude, le rappel, si vous nous découvrez à l'occasion de cet épisode sur les 2 premières places, eh bien, bonne nouvelle. Vous avez beaucoup de choses à rattraper parce qu'il y a 7 épisodes, il y a plus de 7 heures de contenu des H20 à rattraper cette année. Donc, on vous invite à tous aller les écouter. Et puis, pour nous soutenir aussi, parce que vous avez été très nombreux à nous écouter, à nous voir, que ça soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, où on vous invite à nous suivre, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes, à vous abonner sur Twitter également, pour ne rien rater. Le rappel du classement, vous savez, pour ceux qui nous suivent, c'est la tradition. Et là, il commence à se faire de plus en plus long. Donc, je vais prendre une longue respiration. Le rappel risque de prendre 1 minute maintenant. On avait donc commencé ce DH20 à la 20e place avec De'Aaron Fox, 19e James Harden, 18e Jalen Brown, 17e Paul George, 16e Bam Adebayo, 15e Ja Morant, 14e Donovan Mitchell, 13e Shai Gilgeous-Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damian Lillard, 9e Kevin Durant, 8e Joel Embiid, 7e Devin Booker, 6e Jason Tatum, 5e Jimmy Butler, 4e Luka Doncic, et dans l'épisode précédent, on avait conclu avec Stephen Curry, 3e. Nous allons attaquer la 2e place, et à la 2e place de ce DH20 2023 se classe Giannis Antetokounmpo. Et oui, il rend la couronne parce que c'était le premier du DH20 2022, il s'était classé 3e en 2021 et 5e en 2020. On est donc face à un joueur qui connaît comme tous les premiers du DH20 parce que pour l'instant on en est à la 4e édition et à aucune édition pour l'instant le premier a réussi à conserver la tête. Il se classe donc 2e après une saison régulière et je vais commencer par toi Amine. On a vu des changements dans son jeu. Il a dû s'adapter, plus de mi-distance, un usage gargantuesque. Est-ce que c'est ça qui explique en partie sa chute, Amine? C'est que le jeu a changé et que ce changement n'a pas forcément été bon pour Giannis. Alors, il y a plusieurs choses. Comme tu l'as dit, son jeu a changé. Alors, ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quel point c'était lié à la fois à un Chris Middleton beaucoup moins important aujourd'hui avec son retour de blessure qui a été très difficile et à quel point ça a demandé à Yanis de changer son jeu, mais aussi également peut-être tout simplement à des tentatives pour Yanis d'évoluer dans une saison régulière qui n'était pas si compliquée que ça pour les Bucks. Et comme on n'a pas pu voir grand-chose de ces Bucks finalement en playoff, est-ce qu'on en tire un peu rigueur justement à Yanis parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Peut-être que on aurait retrouvé assez rapidement, si les Bucks avaient fait un meilleur parcours, on aurait retrouvé assez facilement le Yanis destructeur et moins le Yanis qui tente un peu trop de mid-range et qui du coup perd en efficacité. Moi, c'est là où je pense que Yanis a perdu son trône aussi parce que il y a peut-être un numéro 1 qui a été trop haut cette année. Je pense que c'est pas forcément lui qui perd la place, c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Avant d'enchaîner, j'ai vu Adrien beaucoup bouger, donc je vais lancer Adrien ensuite. On va aller à l'encontre d'un des commandements du podcasteur, c'est de ne jamais préciser le moment où est enregistré l'épisode. Pourquoi? Parce que cet épisode est enregistré le 27 septembre à 21h40. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont peut-être un peu la connaissance de la chronologie, on a appris le trade de Damian Lillard il y a quoi, 1h30, 2 heures. Donc il faut prendre ça en considération, on va en parler. Là on est à mi-chemin entre l'actualité et le DH20. Bien évidemment, on vous fera un épisode, on va revenir sur ça un peu plus tard. Évidemment, Adrien, je t'ai vu beaucoup réagir à Amine, dire beaucoup acquiescer. Alors est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a pu dire Amine? C'est-à-dire que Giannis descend un peu, mais il est victime d'un énergumène qui est passé numéro 1. Oui, je suis totalement d'accord. Bon, effectivement, il y a un petit changement, comme on l'a dit, il prend un peu plus de mi-distance, mais finalement, quand on se penche sur les chiffres, on voit qu'il revient plutôt sur des chiffres qui sont
assez semblable à ce qu'il faisait il y a quelques années en fait, entre 2015 et 2018, avec alors une efficacité qui est légèrement plus élevée maintenant, mais qui est comme il est considéré sur tous les sites de statistiques et notamment sur Cleaning the Glass comme un big, alors qu'à l'époque il était considéré comme un forward. Je cite, hein, ce sont les catégories de Cleaning the Glass. Forcément, dans la comparaison par rapport au reste de son poste, il paraît beaucoup plus bas puisque nécessairement les pivots sont généralement plus efficaces puisqu'ils prennent des tirs moins compliqués. Mais on est quand même sur quelque chose qu'il faisait à l'époque. Il reste relativement efficace. Ce qu'on pourrait lui reprocher, là où il y a une légère baisse, c'est surtout son efficacité au panier qui a baissé cette saison. Ça reste la majorité de ses tirs pris, elle a un peu baissé, donc ce qui pose un peu problème. Mais globalement, on est quand même sur un Giannis qui est plutôt dans une espèce d'adaptation, une anticipation, j'ai l'impression aussi, parce qu'il y a, vous l'avez évoqué, cette histoire de blessure de Middleton qui l'a obligé un peu à s'adapter, mais aussi peut-être que Giannis voit le temps passer et que le Giannis destructeur dont tu parlais, Amine, sera de moins en moins présent, forcément, avec l'âge, en avançant. On en parlait, Ben, c'est toi qui en parlais sur l'épisode de LeBron James, qui n'est plus autant une machine que ce qu'il a été à une époque. Peut-être que Giannis voit ça arriver et se dit qu'il faut commencer à anticiper, à essayer de développer d'autres facettes. Mais pour l'instant, on n'est pas non plus sur, sur un abandon de ce qui a fait sa force. Giannis continue de faire du Giannis et continue d'être quand même exceptionnel avec, comme vous l'avez bien souligné, un usage totalement démesuré. C'est le premier ou deuxième selon comment on calcule par rapport à Luka Doncic. Mais en tout cas, c'est le Giannis omnipotent dans l'attaque des Bucks et qui a été toujours quand même dans des standards dignes de toute façon de ce top 2 du DH20. Exactement. Je vais te lancer, Gabin. Moi, j'aurais tendance à dire que je pense qu'il subit l'évolution plus qu'il la dicte, clairement, parce que quand on voit vraiment les interviews de Giannis, notamment très souvent avec Eric Nam de The Athletic, c'est le fameux journaliste qui avait lancé la question, qui avait tant fait réagir en conférence de presse par rapport à Giannis sur la notion de l'échec, etc. Je me rappelle notamment d'une interview en cours de saison où il parlait du fait que en gros, Giannis avait des difficultés à mi-distance parce que c'est un joueur qui se maintenait, vous l'avez dit, dans la moyenne et c'est suffisant quand t'es ultra efficace au cercle comme lui, quand t'es quasi historique au cercle comme il a pu l'être, ou en tout cas très très fort. Il est descendu en dessous de cette moyenne et Giannis avait dit que c'était une question vraiment de, tout simplement de tenter et qu'il allait toujours tenter ses shoots. Et moi, j'ai toujours remarqué quelque chose avec Giannis. Je m'en amusais souvent. C'est que Giannis, notamment à 3 points et par extension à mi-distance, il a toujours tendance à tenter ces tirs-là quand il essaye de trouver du rythme. C'est-à-dire que quand on regarde les matchs, les 29 matchs en carrière où Giannis a pris plus de 7 3 points, ils sont tous en début de saison, en fait. Il y en a 7 et 6, 13 et 5, 18. Il y en a 18 sur les 29 qui sont avant le mois de février. En fait, il prend tous ses shoots au début de saison quand il doit trouver son rythme. Et moi, en voyant les matchs des Bucks, j'ai l'impression que Giannis a jamais vraiment trouvé son rythme cette année. Donc, il a été dans un rôle gargantuesque, plus de mi-distance parce qu'il était moins à l'aise et qu'il y avait moins de force offensive à côté de lui. Donc, je pense que oui, ça a mis à mal parce que l'efficacité a chuté, mais je pense qu'il a été un peu victime de son contexte. Mais ça, c'est un truc dont on va reparler parce que je trouve que Giannis, c'est très souvent la question est posée à l'inverse avec lui. On parle plus souvent de sa capacité à rendre les autres meilleurs plus que du contexte par rapport à d'autres personnes. Gabin, on a lancé beaucoup de pistes. Sur quoi tu veux partir? Sur le mi-distance, il en prend pas plus qu'avant. Il est toujours à environ 30% de ses tirs qui sont des mi-distances. Là où ça pique, c'est que l'année dernière, il en mettait plus. Là, il est qu'à 30% de réussite sur ses mi-distances. Et c'est des mi-distances ultra simples, très ouverts. Et pareil, le 3 points, il en prend peu, mais c'est pas son arme. Et ça pique en fait parce qu'on les voit, c'est loupé. Donc là-dessus, on a peut-être un biais de se dire ah bah Yanis a baissé un petit peu de niveau et en efficacité offensive parce que l'année dernière, ça rentrait un peu mieux ses mi-distances et il était premier DH20. Maintenant, je suis assez d'accord avec vous pour dire que c'est pas tant que ça lui qui est devenu moins bon, c'est surtout le premier qui allait choper cette première place, mais sans trop de contestation. Mais après, ça pose une question, si je peux me permettre, je vais vous la poser en fait, tout simplement, parce que là, c'est en même temps qu'on est en train de discuter, forcément, il y a des pistes qui nous viennent sur développer un tir à mi-distance quand on est un joueur qui finit fort au cercle. En basketball, ça a une utilité très claire. C'est que si tu commences à être un peu menaçant à mi-distance, tu obliges le défenseur à venir vers toi et tu vas pouvoir le déborder plus facilement. Tu as une arme supplémentaire dans ta palette offensive. Forcément, c'est un bénéfice. Et j'ai l'impression, moi, je pense que ça a joué sur l'impression qu'on a de Giannis au fur et à mesure de la saison, c'est que comme il avait l'air, il donnait l'impression d'avoir envie de forcer, de les prendre un peu plus à mi-distance et que jusque-là, on avait tellement peur du Giannis bulldozer
qu'on était obligé de blinder la raquette. Là, en fait, il y a un côté rassurant à voir Giannis prendre son mi-distance. Et C'est du ça. coup, peut-être que Giannis fait moins peur. Finalement, les défenses ont du coup plus tendance à dire ok, on va reculer, là où de toute façon, même s'il est un peu baissé, comme je le disais un peu plus tôt en efficacité, il reste quand même dans le 76e centile à côté du cercle pour les bigs. Donc ça reste très très honnête, mais on est quand même beaucoup plus à l'aise à l'idée de dire on recule, Giannis va prendre son mi-distance, vu pour l'instant où il en est, finalement on est rassuré. Et donc il perd cette peur qu'il instaure et qu'instaure le top du DH20, et on en reparlera avec le numéro 1, tout le monde sait de qui on veut parler, qui fait très très peur aux défenses évidemment. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il ne fait plus peur. Par contre, sur les quelques matchs où les 3 points commencent à rentrer et les mi-distances rentrent, mais là, il est effrayant. Il n'y a plus Alors, aucun moyen de l'arrêter. après, je dirais Ouais, pas plus peur, disons ouais, moins peur voilà. peut-être. Je trouve que il fait toujours très peur quand même, Yanis. Disons que le seul problème, et le problème est toujours là, mine de rien, c'est que, en fait, comme tu l'as dit, il souhaite ajouter cette palette, comme tu l'as dit, Adrien, il souhaite ajouter cette palette à son jeu pour être plus menaçant finalement et être plus dangereux dans le sens où son accès au cercle sera plus simple, en vérité, sera encore plus simple et donc moins énergivore s'il ajoute d'autres palettes à son jeu. Néanmoins, pour l'instant, il n'a pas encore cette respectabilité, comme tu l'as dit. Donc son jeu s'en trouve moins bien. Si on juge vraiment clairement sur ce qui est actuellement, le fait de forcer ses mids, de forcer peut-être un peu ses 3 points, de forcer un peu le pull-up de manière générale, comme c'est pas sa qualité première, c'est le cas chez d'autres joueurs qu'on a connus, d'autres bigs qu'on a connus. Forcer ses tirs peuvent être utiles pour l'équipe, pour apporter quelque chose, mais en tout cas ne sont pas utiles à son jeu personnellement, et son jeu, son efficacité en tout cas, clairement, en pâtit. Néanmoins, moi je pense que désolé, je pars sur une transition. Je pense que si Yanis est aussi haut, c'est parce que à la fois il y a cette valeur offensive avec l'usage qui est quand même énorme, et à côté, on est le seul qui a cette valeur offensive avec un usage énorme, qui est aussi un monstre de l'autre côté du terrain. Même si j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais même si j'aurais quand même quelques petits détails à parler sur sa défense, néanmoins, c'est le seul dans cette catégorie, dans le top 4. Et même si on considère l'usage et la qualité de la défense, notamment en saison régulière, c'est le seul du top 10 en vérité. Parce que si on parle de ceux qui sont un peu plus loin, Anthony Davis est loin d'avoir un usage aussi important, et Joel Embiid se repose en défense en saison régulière, c'est une réalité. Donc on est sur le seul phénomène all-around à ce point dans le top 10. C'est là où on va mélanger toutes les questions de la trame en même temps, parce que je pense que c'est là où la petite campagne de playoff expéditive a fait beaucoup de mal à Giannis. C'est que il a été, et je suis d'accord avec toi, je pense Amine il a été moins dominant en défense, et ça pour moi c'est le résultat direct de la charge inhumaine qu'il a eu offensivement. Et du coup il y a eu des questions à se dire, est-ce que la défense de Giannis avait pas pris un petit coup, est-ce qu'il était pas moins bon défensivement? Et pour moi le plan des Bucks c'était clairement de le responsabiliser à nouveau en défense une fois arrivé les playoffs. Bon, il s'est passé ce qu'on a vu en playoffs, il s'est blessé rapidement, il est revenu et ils se sont fait éliminer au premier tour, donc on n'a pas eu le temps de voir ça. Après, effectivement, sur cette capacité à être all-around, je vais rendre à César ce qui lui appartient, Amine, cette capacité défensive dont tu avais parlé avec Bam Adebayo qui fait rentrer quelqu'un dans le DH20, on parle souvent de cette capacité d'un joueur, ou l'idéal du joueur qui peut être la deuxième option offensive et la première option défensive. On va reprendre dans l'ordre. Première option défensive, deuxième option offensive. Giannis, en fait, il explose un peu ce cadre-là, parce que moi, si je reprends mes critères, c'est un A, quoi. C'est-à-dire que c'est une option, mais dépendante. C'est-à-dire que oui, il y a dans certains contextes, effectivement, quand il aura bientôt, du coup, vu que c'est enregistré après le trade de Damian Lillard, quand il aura un collègue de pick and roll de haut niveau, parce que moi, Jrue Holiday, c'est un joueur, je pense, qui a beaucoup de valeur, notamment, qui est très apprécié, je pense, par peut-être une frange de la NBA un peu plus, de fan NBA un peu plus tournée vers les analytics, mais il avait moins ce côté-là, en termes de joueur de pick and roll. Giannis, il peut être des deux côtés-là, donc pour moi, c'est ce qui lui donne sa valeur, c'est que si on regarde dans le top 12, c'est le seul qui offre cet archétype-là, ou qui s'en approche, et ça a beaucoup, beaucoup de valeur, je pense. Je suis plus trop présentateur, là, je suis plutôt analyste. Gabin, Adrien, allez-y.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est énorme. Enfin, tu compares avec les autres profils défensifs du DH20, ils sont à des années-lumière de ce que fait Yanis offensivement. Et rien que ça vaut sa deuxième place au DH20. C'est très difficile de le sortir quand tes premières options défense, offense, et que tu arrives à être premier de saison régulière plusieurs fois en plus, et que tu as déjà gagné un titre avec ce schéma-là, bah il y a plus trop de contestation possible sur sa place. En fait, on l'a expliqué, il y a un joueur numéro 1 qui joue sur des standards inhumains, mais Yanis, en fait, il y a aussi ce qu'on était sur le top 4, même 5, 6, 7, c'est le seul expert défensif. En fait, il est pas moins bon que les autres en scoring. Donc à un moment, à ce niveau-là, bah tu peux plus l'arrêter, quoi. C'est sûr que si on parle du profil défensif, je suis totalement d'accord avec vous. De toute façon, il a toutes les stats pour le backup derrière. Après, des fois, alors j'ai l'impression d'être le procureur de Giannis. C'est pas du tout mon intérêt, mais j'ai envie. Tu l'es, à vous, à vous. Je le suis un petit peu. Je suis un peu content de savoir qu'il est numéro 1. On aura le temps d'en reparler. Non, mais évidemment, il y a des choses qui jouent contre lui parce que euh, Giannis, et si on se fie voilà, aux stats, à tout ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être un des joueurs, comme tu l'as dit, Amine, qui a le plus de qualité globale des deux côtés du terrain, etc., dans ce haut de classement du DH20. Donc, on a envie de dire pourquoi il n'est pas premier. C'est un peu ça que j'essaie de chercher. C'est pas pour accuser, mais c'est pour essayer de trouver des raisons. Et peut-être que dans sa défense aussi, il y a quelque chose où c'est un roamer, comme on dit, élite, quelqu'un qui navigue dans la défense en aide, en première aide, de très très haut niveau, peut-être le meilleur de NBA d'ailleurs. Je pense qu'on peut le défendre assez facilement. Certes, mais quand on arrive justement dans des joutes de play-off où tu te retrouves face à Dieu déguisé en Jimmy Butler pour faire une espèce de paraphrase, peut-être que des fois on a envie de se dire pourquoi Giannis, qui est toujours autant mis en avant quand j'écoute des podcasts ici et là, j'écoute Dunk Hebdo, j'écoute X ou Y, qui nous disent qu'il est extraordinaire, pourquoi Giannis il se met pas en mission sur Jimmy Butler pour l'arrêter? Et c'est ce genre de choses, et je pense que ça rejoint aussi un peu tout ce qu'on disait sur l'autre côté du terrain, où Giannis, des fois, son jeu n'est pas, j'ai envie de dire casual friendly, c'est-à-dire qu'il ne fait pas plaisir à l'amateur de basket lambda qui se dit non, mais moi, ce que je veux voir, c'est Giannis qui se met, qui tape par terre, qui se met une mission un peu comme faisait LeBron à une époque et qui va éteindre un gars. Et c'est vrai que ça peut un peu jouer dans la perception contre lui, notamment quand tu te fais sortir un peu prématurément sur une campagne de playoff, même si, comme tu l'as très bien dit, Ben, il y a beaucoup de choses qui sont passées, notamment la blessure, et qui font que, blessure plus le hit qui était en feu, malheureusement pour Giannis, ça a joué contre lui, mais peut-être qu'il ne pouvait pas grand-chose au final. C'est là où je vais vous lancer, les gars. C'est là où peut-être la difficulté du profil Giannis, c'est que pour moi, il est tiraillé des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, oui, dans l'aspect esthétique, c'est pas le joueur le plus esthétique à aller à voir, etc. C'est vrai que parfois ça peut paraître un peu difficile, etc. Et de l'autre, je pense que là où on pourra nous attaquer, peut-être, c'est quand on dit que c'est le meilleur, c'est un des meilleurs joueurs all-around, c'est quand on prend peut-être l'intégralité de la panoplie étendue. C'est-à-dire que si on prend les choses qui sont ultra valorisées en playoff, pull-up, bah Giannis c'est pas très bon. Protection de cercle, il peut le faire, mais par exemple, tu parlais de visuel, Adrien, défense 1 contre 1, tu l'as dit, il est peut-être un peu moins bon. Qu'est-ce qui va être valorisé également? Capacité à offrir du spacing, c'est pas le cas de Giannis. Donc en fait, peut-être les capacités de Giannis sont dans d'autres choses qui sont moins valorisées, soit esthétiquement, soit peut-être de manière analytique, ce qui fait que des deux côtés, des deux pans du spectre, il est un petit peu... Moi je trouve que c'est un joueur qui est... Alors, j'adore Giannis. Je pense que c'est mon joueur préféré du DH20. Donc, j'assume mon biais. Je pense que c'est le joueur vis-à-vis de son niveau qui suscite le plus de questions des deux pans du spectre. Il y a personne qui en suscite autant à un tel niveau de jeu. C'est ça, juste avant, je relance une bille avant que du coup quelqu'un d'autre la prenne, probablement toi, Ami, sur justement parmi les aspects qu'on valorise souvent, ou dont on a beaucoup parlé dans le DH20, il y a le playmaking. Et c'est vrai que le playmaking, on le voit souvent par le prisme du fameux soleil de l'héliocentrisme, du mec qui porte la balle de Luka Doncic, pour schématiser pour tout le monde. Giannis n'a pas ce type de playmaking, mais pourtant, c'est un très très bon playmaker pour les Bucks. Il est dans le top des statistiques qui assist percentage, donc le nombre de taux de panier de ses coéquipiers qui viennent d'une passe de Giannis Antetokounmpo, donc il montre bien qu'il est au centre de tout ça. Et il est aussi plutôt très bon, mais son playmaking, c'est pour aller dans ton sens, Ben, pour ajouter, n'est pareil. Il n'est pas visuellement, on voit pas des grandes passes cross courtes, très esthétiques, etc. Non, c'est très droit au but, mais en même temps, c'est hyper efficace. Ouais, moi, il y a beaucoup de choses que tu as dit, Adrien, que j'avais envie de dire, notamment c'était un point justement dont je voulais parler sur la défense on ball.
c'est un peu le truc qu'on a reproché à Yanis justement sur cette série contre le Heat, alors que bon, c'est vrai qu'il était blessé et tout. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être paradoxal parce que nous, on dit on accorde une grande importance aux playoffs, mais en fait, le fait d'avoir si peu vu Yanis en playoffs, un joueur qui sort de plusieurs saisons extraordinaires et d'une très très bonne saison cette saison, ça nous empêche de le juger sur l'argument playoff, sachant que des grands playoffs, Yanis en a déjà fait. On parle d'un joueur qui a conclu une finale NBA par un match à 50 points. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier du jour au lendemain, et Yanis est encore ce joueur, même s'il y a quelques défauts sur une saison. Donc le fait que ça s'est fini de façon aussi courte et que l'échec est à la fois dû à quelque chose d'irréel du côté du Heat, mais aussi à un échec collectif de la part des Bucks et pas seulement un échec de de Giannis Antetokounmpo, pardon, c'est lapsus. Je pense que par exemple dans la défense on-ball, on en a parlé justement juste après la série, et Yanis dit que lui, il aurait bien voulu prendre Jimmy Butler et que c'est Bud qui voulait pas. Alors la question est de se poser, est-ce que Yanis doit prendre les choses en main quand même dans ces cas-là? Est-ce que c'est Bud qui avait tort? Est-ce que de toute manière, c'est pas mieux quand même d'avoir Yanis en roamer, comme tu l'as dit, c'est le meilleur de la ligue dans ce rôle-là? Donc tout ça, c'est des questions qui sont difficiles à répondre parce que difficiles à élucider, puisqu'on a très peu d'échantillons de playoffs cette année et qu'on se fie à ce qu'on a vu d'Yanis, et Yanis est encore un joueur dominant des deux côtés du terrain. Donc moi, c'est pour ça que la deuxième place, pour moi, elle était assez simple aussi à trouver, dans ce sens où on est un joueur ultra dominant et qui n'a pas perdu de son niveau. Gabin, c'est à toi dans l'ordre de succession. Non, mais vraiment, à ce niveau-là, si tu veux prétendre à la première place, se faire sortir au premier tour, c'est trop compliqué. Et quand on sait que le premier, bon bah spoiler, a gagné le titre NBA, tu peux pas, quand on doit différencier les deux et un peu sélectionner qui est numéro 1, qui est numéro 2, bah malheureusement, on peut lui trouver toutes les excuses qu'on veut. Et je suis d'accord avec elle, c'est pas forcément de sa faute s'ils sont fait sortir au premier tour, vu qu'on rappelle que le Heat joue sur des standards historiques. Ça coûte. Malheureusement, tu peux pas être premier du DH20 quand on a un autre joueur qui, lui, est allé chercher le titre en faisant une campagne historique. C'est trop compliqué. Sacré Aaron Gordon. Là où je suis pas trop d'accord, c'est que, et c'est pour ça que moi, il faut savoir que si on rentre un peu dans les secrets de fabrication du podcast, pendant tous les playoffs, je les ai trollés sur le fait qu'ils mettaient, selon moi, Jokic un peu trop, spoiler, qui mettait un pivot des Nuggets. Ah, c'est pas Aaron Gordon? Un peu trop. C'est que selon moi, en fait, là où je contredirais peut-être un peu Gabin, c'est que, historiquement, dans le DH20, par exemple, l'année où Giannis accède à la première place, c'est un an après son titre. C'est pas l'année du titre, par exemple. Kevin Durant, il finit numéro 1 du DH20 alors qu'il se fait sortir par le même Giannis qui lui finit 3e de ce DH20. Donc, je pense que pour gagner beaucoup de place, effectivement, l'argument collectif compte. Pour moi, c'est vraiment là où, selon moi, et on va revenir peut-être avec la première passe, moi, je dirais juste raison gardée sur Giannis dans le sens où, pour revenir un peu sur ce que tu as pu dire, Amine, la dernière fois qu'on a vraiment vu Giannis en bonne santé en playoff, il n'y a pas eu de débat sur qui était le meilleur joueur du monde, c'est-à-dire que quand on regarde le vote des auditeurs, par exemple, il était largement premier. Cette année, Giannis est largement deuxième. C'est le deuxième, c'est peut-être une des places qui suscite le moins de débats cette année, la deuxième place de Giannis. Elle est autant que la première. Là, pour vous dire, dans l'équipe, la seule personne qui n'a pas Giannis deuxième, c'est Madiane qui l'a premier, en fait, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Mais je pense que c'est une deuxième place qui est assez collective, mais les gars, je vais vous lancer là-dessus. Par contre, selon moi, Giannis joue beaucoup sur la saison qui arrive. Non seulement avec le trade, mais c'était le cas pour moi avant le trade. Mon argument n'a pas changé en 1h30. C'est-à-dire que là, on va avoir de 1, confirmation, est-ce que la baisse à mi-distance en termes de réussite perdure, première chose. Deuxième chose, il va se poser à un moment la question de quelle valeur aura son jeu s'il est un poil moins dominant dans sa capacité à finir au cercle. Donc moi, je ne serais pas étonné d'avoir un DH20 l'année prochaine où Giannis perd 2-3 places, alors que c'est le joueur que je préfère du DH20. Je dis ça la peine dans l'âme, mais pour moi, c'est un scénario qui peut arriver parce que on est sur une saison qui va être clé pour son classement dans le DH20, clairement.
Ouais, bah, c'est le sujet de l'argument playoff que tu as un peu évoqué, Amine. C'est vrai que c'est toujours compliqué, on en a beaucoup parlé. Parfois, ça devient le juge de paix dans le DH20, mais je pense que tout s'est un peu cristallisé autour du cas Lillard. Je vous invite évidemment à aller écouter l'épisode autour de Lillard, parce que l'argument playoff, il s'utilise de différentes façons. Déjà, il s'utilise contre, entre guillemets, ceux qu'on n'a encore jamais vus en playoff. Je l'ai dit, quelqu'un qu'on n'a encore jamais vu en playoff, on attend de ces joueurs-là pour grimper dans le DH20 des performances au moment où ça compte, entre guillemets, au moment où on va aller chercher le titre. Et ensuite, il ne s'utilise pas contre des gens qu'on vient de voir faire des grandes performances. C'est pour ça que tu parlais, Ben, de joueurs qui ont gagné le titre l'année d'avant. On vient de les voir dans ces situations-là, même si tu as échoué, c'est pas trop grave. Quand ça commence à remonter à quelques années et quand la manière est un peu plus critiquable, là, ça va pouvoir commencer à peser, quand on est tout en haut du classement, hein, j'entends bien sûr, contre toi. Et c'est pour ça que je te rejoins. Effectivement, l'année prochaine, et je pense que c'est accentué avec ce fameux trade de Lillard, pour Giannis, on s'attend à le retrouver. Évidemment, on l'espère en santé, ça joue toujours. Évidemment, quand il y a un cas blessure, on se retrouve après avec Kawhi Leonard, autre cas spécifique du DH20. Mais voilà, où on va l'observer. Évidemment, on s'attend. Alors, je ne sais pas ce qu'il aille au bout ou non. Je ne sais pas si le fait de ne pas avoir de titre joue contre toi. Mais en tout cas, il faut que la manière soit là, que ce soit la manière des victoires ou la manière de la sortie. Il ne faut pas être horrible, entre guillemets. Et ce qui a joué contre lui, donc on y reviendra, mais c'est que maintenant, toutes les grandes stars là, hormis donc Luka dans notre top du DH20, dans notre top 4, l'ont leur bague. Donc c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui regagne, forcément, il reprend un petit peu l'ascendant. Mais en tout cas, on est à peu près tous à égalité sur cette histoire de nos pièces centrales, nos numéros 1, nos options 1, nos top joueurs de NBA peuvent gagner dans une configuration playoff. Maintenant, oui, forcément, la mémoire récente va finir par jouer et toujours le nerf de la guerre, ça restera les playoffs. Je répondrai à cet argument après. Je donnerai peut-être le mot de la fin à Gabin. Je dirais juste un truc en tant que fanboy de Giannis. Moi, je trouve ça, par contre, je trouve que il faut pas. Pour moi, il y a une mauvaise interprétation des 12 derniers mois de Giannis en mode c'est le retour à la normale d'un joueur qui était peut-être en sur-régime ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que pour moi, on peut pas effacer tout ce qu'a fait Giannis. Pour moi, il est c'est pour ça que je le dis, il est numéro 2. Alors encore une fois, je l'ai dit dans l'épisode précédent, tu peux mettre Stephen Curry 2, tu peux mettre Luka Doncic. Je l'entends. Par contre, pour moi, il est indiscutablement dans ce top-là, en fait. Je pense que il faut pas complètement remettre en question parce que le côté atypique du jeu de Giannis, ça amène parfois des takes qui sont complètement lunaires sur son. Je ferai pas référence à certains des tweets que j'ai mis dans la conversation avec grande rage, mais je pense que tout le monde dans l'équipe pensera au même. Mais faut pas remettre en cause tout Giannis. C'est clairement un mec du top 4 dont on parle. Ouais, juste pour te préciser, à ce niveau-là, tu payes pas une baisse. Je pense pas qu'on joue, ce soit les 10 derniers mois de Giannis qu'on a envie de faire payer, c'est que tu payes la hausse des autres, en fait, finalement, pour le résumer rapidement. J'entends cet argument. Gabin, est-ce que tu vas avoir le mot de la fin sur Giannis? On avait dit qu'on ferait pas long, on s'approche de la demi-heure Évidemment. déjà. Et bien pour conclure et un peu faire une projection, je le vois bien rester deuxième l'année prochaine, tout simplement parce que le premier, on aura le temps d'en parler, sera indétrônable à mon avis, sauf blessure. Non. Ah non. Bon, on en parlera. Mais jamais de la vie. si on s'intéresse à ce qu'il y a en dessous, ben pour moi, en fait, l'année qui arrive avec donc le trade de Damian Lillard qui change tout, va lui faire beaucoup de bien, parce que il va peut-être, Lillard va pouvoir apporter un petit peu son héliocentrisme et son spacing, et il sera peut-être moins obligé de forcer ses shoots de loin. Et donc devenir un joueur plus efficace, se reposer un peu plus offensivement sur Lillard, et je pense que ça peut lui faire beaucoup de bien. Donc je vois pas vraiment comment il pourrait descendre, à part si un joueur en dessous élève son niveau. Je peux pas répondre parce qu'il faut parler du premier, et justement c'est un des arguments quand on va parler du premier. À la première place, donc du DH20 2023, roulement de tambour pour le faux suspense le plus faux du monde, c'est donc Nikola Jokic qui se classe premier du DH20, premier chez les auditeurs, premier des 7 des 8 classements, on vous l'a dit, seul Madiane a mis Giannis numéro 1 et a mis Jokic numéro 2, donc Nikola Jokic était 11e en 2020, 9e en 2021, 2e en 2022, il est maintenant premier du DH20 et de manière assez large aussi dans le vote du public, il est largement premier. C'est un des 2 seuls joueurs qui a obtenu des voix dans tous les bulletins avec Joel Embiid. Donc oui, certaines personnes considèrent que Giannis, Curry ou Doncic ne sont pas parmi les 20 meilleurs joueurs NBA. Peut-être un oubli, on ne sait pas. C'était une bataille d'1 an. Je suis obligé de lui donner la parole en premier parce que l'année dernière, il avait mis
Nikola Jokic premier avec, je cite l'argument, parce que l'argument mérite d'être répété. Je lui donne cette C'est année bas. parce que je sais pas s'il aura une autre année. En tout cas, il le mérite cette année, c'est sans aucun doute. Adrien, tu l'avais déjà l'année dernière premier, du coup, mais pourquoi il est premier cette année, tout simplement? On vous avoue que parler des mecs qui sont très très hauts, c'est difficile, parce que quoi dire à part qu'il est trop fort? Du coup, vas-y Adrien. C'est ça, ça a été répété tout au long de l'année. On va pas refaire la liste statistique. On l'a dit alors j'allais dire en filigrane, mais même pas. On l'a même bien dit en belles lettres, en bien gras pendant qu'on a parlé de Giannis. Nikola Jokic sort une saison historique statistiquement dans tous les coins de statistiques. Pour ceux qui aiment ça, il est au top. T'en parles souvent, Ben, des statistiques de cleaning de glace qui classent avec un code couleur qui va de bleu clair à orange foncé. Bon, bah, chercher du bleu chez Jokic, ça n'existe presque pas dans quelques stats obscures défensives, pardon, ou de rebond, on peut peut-être trouver quelque chose. Mais globalement, c'est du orange très foncé partout. Statistiquement, c'est incroyable. Quand on parlait des juges de paix, du playoff, du titre, bon, bah, il a gagné. Et après, on parlait du visuel aussi. Il y a cet effet, voilà. On l'évoquait pour Giannis. Jokic a fini par imposer son effet waouh, qui au début était un peu comment dire, un petit qui plaisait à une petite niche qui était les quelques esthètes du basket. Et finalement, à force de répéter des actions de classe, voilà, où il trouve ses coéquipiers, les cuts pour Aaron Gordon cité par Amine avec ses alley-oops, etc., qui sont des actions flashy. Avec voilà son efficacité incroyable en mi-distance, cette impression d'être inarrêtable qu'on disait, qu'on a peut-être eu moins l'impression de voir chez Giannis, où on a vu des défenses paniquées. Pendant tous les playoffs, on a vu des gens essayer des Rui Hachimura pour défendre Nikola Jokic, rien n'a fonctionné. Et cet argument que j'avais utilisé l'année dernière, je pense là, joue pour lui cette année, pour tout le monde. C'est vrai que je pense que Nikola Jokic a une vraie cote de sympathie auprès de l'ensemble des amateurs de NBA, que ce soit justement les nerds des statistiques ou les amateurs, le grand public. Il a l'air sympathique, il s'en fout, il voulait rentrer, la parade ça l'intéresse pas, il voulait aller jouer aux petits chevaux. On le voit danser sur de la musique serbe. Voilà, on est content de voir Nikola Jokic en gros confirmer tout ce qu'on avait l'impression de voir statistiquement. Il a gagné, c'est le grand couronnement de Nikola Jokic. On en profite pendant un an parce qu'effectivement on va pouvoir en reparler l'année prochaine. Je ne sais pas si je mettrai de l'argent dessus. Du coup, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé de le lancer, Gabin, parce que du coup, je t'ai coupé dans ta lancée. Mais pourquoi, selon toi, on est au début du règne, peut-être, de Nikola Jokic en tête du DH20? Rappelons, alors oui, le DH20 n'existe pas depuis 1984, mais pour l'instant, aucun joueur n'a fait la passe de 2. Et à chaque fois, c'est pas on va dire que ça joue pas à rien. À chaque fois, il se fait clairement détrôner, le premier. Bah là, j'y crois fort. Hein. Bah, t'as dit que tu mettrais pas de l'argent dessus. Si vous pouvez faire un pari de qui serait premier l'année prochaine, je le On remettrais devrait faire sans un book, trop... ouvrir un Mais book. carrément. Non, mais cette année, c'était difficile de pas le mettre numéro 1. Je me suis posé la question quand on a fait le DH20. Au début, tu mets des noms et tu les classes un petit peu comme ça. Tu mets, voilà, Jokic 1, Yanis 2, ok, Curry 3. Tu mets tes noms. Je me suis dit, attends, c'est trop simple de mettre Jokic 1 comme ça. Et j'ai beau chercher, je vois pas comment on peut justifier le fait qu'il soit pas numéro 1 cette année. C'est pour ça que j'aurais adoré entendre Madiane sur le sujet. Parce que Alors, pour paraphraser Madiane, je pense que son premier argument aurait été: est-ce que on ne met pas en avant trop les résultats collectifs? C'est ce qui nous a mis dans la conversation. J'espère, Madiane, que je ne trahis pas ta parole. Bah, les résultats collectifs jouent, mais à un moment, c'est un joueur qui a été inarrêtable sur toute la campagne de playoffs. C'était effrayant. Personne n'a réussi à l'arrêter, on l'a dit. Et personne n'arrive à t'arrêter et tu gagnes le titre NBA au bout. Bah, c'est pas possible de ne pas te le donner, en fait, parce que son équipe, en plus, il joue pas avec des Super Saiyans, avec une super team. Le deuxième meilleur joueur, on l'a mis 21e du DH20. Bah, c'est pas... Tu peux difficilement dire que il a été aidé comme un Curry qui a été rejoint par un Kevin Durant, par exemple. Donc c'est... Jokic, si l'année prochaine, il joue dans les mêmes standards, même si ça va pas au bout, s'il est inarrêtable comme ça sur une autre campagne de playoff, je vois pas comment on peut ne pas le mettre premier. Parce que par exemple, Yanis, on en a parlé de ses failles, des quelques moyens de l'arrêter. Jokic, on parlera de son attaque, il y a aucun moyen de l'arrêter et on l'a vu cette année. Je vais garder le second contre-argument que j'ai contre Jokic, qui pour moi est le meilleur joueur du monde, hein, je précise. Enfin, le meilleur joueur NBA. Vas-y, Amine. J'ai beaucoup de choses à dire.
J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais être assez dithyrambique sur Nikola Jokic. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense pas que Yanis perd spécialement sa place. C'est Nikola Jokic qui lui prend. Dans le sens où une des premières choses que je vais dire, c'est que on a parlé tout à l'heure la plus grande qualité en quelque sorte de Yanis, c'est d'être autant un joueur all-around en ayant un énorme usage. Là, on est selon moi, sur un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire de la NBA avec Nikola Jokic, sur ce qu'il a produit ces 3 dernières saisons. C'est un créateur, un joueur qui trouve les solutions. En fait, Gabin l'a très bien dit, il est inarrêtable dans tous les sens du terme, parce qu'il n'est pas arrêtable qu'au scoring, il est inarrêtable dès qu'il a la balle dans les mains, il trouve toujours des solutions pour son équipe. L'autre chose qu'a dit Gabin aussi, c'est son supporting cast. Je pense qu'on l'a pas assez notifié. Il mène au titre une équipe, sincèrement. On a joué au jeu un peu de remplacer Jamal Murray par une seconde option dans cette équipe Très des bon Nuggets. Mais on pourrait jouer à mettre un des top 10 du DH20 à la place de Nikola Jokic dans cette équipe. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de ces top 10 qui n'amèneraient pas cette équipe de Nuggets au titre. C'est-à-dire que là, on est face à un joueur qui a atteint une plénitude au niveau offensif, qui prend quasi systématiquement les bons choix. Et en plus de ça, et là ça va être mon dernier point de ce premier argument sur Jokic, c'est qu'il n'est plus négatif en défense. Alors parfois il l'est un petit peu, mais en fait à partir du moment où les Nuggets jouent en edge, comme ça a été le cas la plupart du temps en playoff, il trouve sa place dans le système des Nuggets, et c'est un joueur qui est au moins average défensivement aujourd'hui et qui est impliqué dans la défense de son équipe. Alors, comme j'ai parlé d'un supporting cast qui avait ses défauts, il y a aussi l'idée que c'est une supporting cast qui est optimisée pour lui, et notamment Aaron Gordon, qui est très important. L'arrivée d'Aaron Gordon a été vraiment un déclencheur dans la carrière de Nikola Jokic pour atteindre un meilleur niveau. Néanmoins, c'est aussi un supporting cast qui est donc optimisé pour lui, mais optimisé par lui également, au niveau notamment offensif. Tous ces joueurs trouvent mieux leur place grâce à Nikola Jokic. C'est le meilleur initiateur de la ligue. On sait à quel point on donne de l'importance aux initiateurs dans le DH20. Pour moi, c'était évident qu'un initiateur qui atteint ce niveau devait être numéro 1 du DH20. Pour moi, il est incontesté numéro 1 cette année. Alors, je vais me faire pas le procureur de Nikola Jokic, mais je vais du coup peut-être défendre un peu. Je l'ai numéro 1. Je précise que je l'ai numéro 1. Moi, j'ai plusieurs choses à mettre en avant. Je pense que en soi, Jokic, ça fait plusieurs années que défensivement c'est mieux, peut-être 2, 3 ans puis qu'il a perdu un peu de poids, qu'il est un peu plus mobile. Par contre, pour moi, on parle de la campagne en playoff. Mon contre-argument principal par rapport au fait qu'il soit premier l'année prochaine, c'est que euh, il n'a pas joué vraiment de 5-5 out en fait. Et il est là mon problème, c'est-à-dire que la clé défensive, la clé offensive pour battre Nikola Jokic, c'est-à-dire le faire défendre beaucoup avec un 5-5 out qui, dans l'espace, lui pose problème, parce que c'est un pivot tout simplement, par définition, c'est difficile de défendre dans l'espace, il n'a pas joué sur ses campagnes de playoff de 5 qui ont proposé ça. Alors encore une fois, c'est Tom qui nous le disait aussi, il faut parfois parler du fait que les équipes sont tellement obsédées par le fait de défendre Nikola Jokic qu'elles en viennent à se démunir offensivement. C'est-à-dire qu'elles vont tellement faire un plan anti-Jokic que leur attaque va subir en mettant des joueurs moins bons, meilleurs défensivement, mais moins bons offensivement. Ça, je l'entends. Mais par contre, ce 5-5 out, qui est pas non plus un truc d'extraterrestre, beaucoup d'équipes peuvent le mettre en place. La campagne de playoff des Nuggets, ça fait qu'il n'a pas eu. Alors encore une fois, il est meilleur défensivement et c'est pas un pivot moins bon dans un 5-5 out qui aurait fait perdre la première place. Moi, surtout la deuxième chose, c'est la réussite au shoot. Je veux dire, les 47% à 3 points sur la campagne de playoff, ça n'existe pas. Enfin, Nikola Jokic a beau être, faut aussi mettre en avant le fait que je pense qu'en termes de réussite à 3 points, et c'est même le cas peut-être pendant la saison régulière, je pense qu'il a été très très bon, peut-être limite en sur-régime. Les short mid, il a toujours été très bon, parce que il a une très bon toucher près du panier, mais sur tout ce qui est, on va dire, loin mi-distance et 3 points, pour moi, il y a quasi peut-être un sur-régime. Donc, autant il mérite complètement sa place et c'est le meilleur initiateur de NBA, c'est le jeu au poste est incroyable, je veux dire, il a peut-être joué, on parle du DH20, 2 des top 5 DH20 défensifs, il les a ruinés, coucou Anthony Davis, mais pour moi en fait, on n'est pas devant
comment dire, si on faisait le DH20 il y a 10 ans, peut-être, on n'est pas devant une domination à la LeBron James. Pour moi, il y a un monde dans lequel il n'est pas premier l'année prochaine. Ce monde-là existe. Écoute, je suis en partie d'accord avec toi. Excuse-moi, Amine, si tu veux y aller, vas-y. Je voulais juste dire un petit truc par rapport. Franchement, l'argument du sur-régime, j'y crois pas trop. Disons qu'il est sur des standards d'efficacité qui sont assez extraordinaires depuis 3 ans. Et puis, tu as parlé par exemple de la réussite à 3 points. Faut voir que le volume est pas si important que ça. Et que je pense que la qualité de Nikola Jokic, la principale qualité, c'est le choix. Le bon choix qui est fait systématiquement. Et c'est pour ça qu'il est aussi efficace. Parce que c'est l'un des défauts de la plupart justement de ces joueurs NBA qui n'arrivent pas à passer ce step, c'est de faire le bon choix. C'est un peu comme Kevin Durant qui fait des choses difficiles, mais qui les fait avec une grande efficacité. Pour moi, on n'est pas sur du sur-régime. Alors, ça peut baisser, évidemment, parce qu'il y a des standards parfois qui sont irréels, comme tu l'as dit, le pourcentage à 3 points, mais on est sur du volume faible. C'est ce que je voulais préciser. Donc, les choix sont faits à bon escient. Ouais, non, mais je suis en partie d'accord. Et justement, j'allais aller là-dedans. La plupart de ces 3 points, la très grande majorité, sont assistés à Nikola Jokic dans ceux qu'il prend. Et il en refuse aussi beaucoup. Mais à la fois, c'est ce qui permet d'être plus optimiste sur cette histoire d'efficacité, comme tu dis, Amine. Et en même temps, alors déjà, il faut dire qu'il en a pris un peu plus des non-assistés en playoff tout en étant beaucoup plus efficace. Donc là, c'est vrai qu'on peut émettre quelques doutes. Et aussi, parfois, le fait de faire le bon choix fait qu'il y a quand même, malgré l'incroyable profil Nikola Jokic, le pivot initiateur, fait qu'il y a eu par séquence, et je sais que Ben, tu l'as souvent souligné, une dépendance, c'est un grand mot. Mais en tout cas, un besoin à certains moments d'avoir playoff pull-up Jamal Murray, je vais l'appeler comme ça, avec toi pour débloquer des situations offensives où c'est vrai qu'on a un Jamal Murray, on l'a évoqué dans le tout premier épisode du DH20, qui par séquence est un des meilleurs joueurs de pull-up du monde pendant les playoffs. Évidemment, grand bien lui en face. Mais voilà, il y a des fois ce petit besoin-là, si on veut essayer de déceler des limites à Nikola Jokic, mais c'est quelque chose qui va avec son profil si particulier. Et je voulais revenir sur cette histoire de five out que tu as bien annoncé, Ben. Bon, la question que j'ai envie de poser, mais c'est qui peut jouer five out, qui est capable de jouer five out tout en ayant quelqu'un pour à peu près embêter Jokic, si ce n'est, les Clippers de Tyronn Lue il y a 2 ans. Pas ceux de maintenant. Oui, les Warriors avec Prime Draymond Green et dans un monde magnifique, des Lakers avec Anthony Davis Prime et peut-être un Heat Bam Adebayo Prime. Mais c'est vraiment, il faut aller les chercher, il faut les trouver ces profils-là. C'est l'argument de tous les fans de Jokic qui ne comprennent pas cet argument. L'argument n'est pas de dire que il faut un 5-5 out qui va le mettre en difficulté, qui va lui rendre la vie difficile quand il attaquera. Le truc, c'est de lui rendre la défense. C'est la défense seulement. Bah, oui, non, alors. C'est jouer à attaque contre attaque, en fait. Voilà, tournons-le comme ça. C'est la problématique mathématique, c'est ce que tu as bien dit, Ben, c'est ce qui est souligné par Tom qui nous l'a bien dit, c'est de savoir qui est capable d'aligner cette line-up suffisamment forte offensivement, en étant plus forte offensivement que ce qu'elle va avoir du mal face à l'offense de Jokic, finalement. C'est un jeu de plus-minus, comme tu étais en train de dire, Amine. Je suis procureur, mais pour moi, et c'est là où on se rejoint tous, je pense que le niveau offensif proposé par Nikola Jokic sur ses playoffs est sans doute, j'ai pas 150 ans de NBA, enfin d'ailleurs c'est impossible, mais j'ai pas 40 ans de NBA derrière moi, mais c'est une des meilleures campagnes de playoffs que j'ai vues de mes yeux. C'est probablement dans le top 5 et très très haut. C'est une campagne de playoffs incroyable où offensivement, toutes les solutions étaient proposées. Tu as parlé de Rui Hachimura, il y a cette idée de on va avoir Anthony Davis, on va avoir un joueur niveau défenseur de l'année qui va être à l'aide, ça a pas marché. On va avoir Bam Adebayo, ça a pas marché. On va le défendre directement, ça a pas marché. On va mettre un pivot en grande taille, ça a pas marché. Rien n'a marché. Voilà, c'est simple. Mais la problématique pour moi, c'est que les questions autour de la défense, je pense, voilà, pour résumer, que Nikola Jokic est un défenseur qui se situe à son poste peut-être dans le, je sais pas, entre 60 et 70e centile, voilà. Je pense que c'est ça, et qu'il n'a pas été remis en difficulté vraiment dans ce qui lui pose problème pendant ses playoffs. Et encore une fois, il aurait été remis en question, il aurait été quand même numéro 1, parce que je peux pas non plus descendre un pivot qui peut pas défendre au large, parce que ça n'existe pas. Ou autrement, c'est n'importe quoi. Mais pour moi, en fait, on peut pas me dire que c'est actuellement le joueur ultime. Enfin. Oui, pas ultime, mais justement, c'est là où je voulais finir avec l'histoire du profil, c'est qu'il pose une problématique. Tu as parlé du cas LeBron, je trouve qu'il y a quelque chose où il le rejoint d'une certaine façon, c'est qu'en fait, tu dois avoir une solution à Nikola Jokic. Le problème, c'est que cette solution à Nikola Jokic, elle ne s'applique pas sur toutes les autres équipes de la Ligue. Allez, on peut mettre Embiid dans ce style de pivot qui va te dominer, mais pour les autres équipes, il faut que tu aies autre chose. Donc, tu as un espèce de... Comme à une époque, on cherchait à tout prix
le LeBron stopper pour stopper LeBron. Là, on a aussi ça. Et c'est ça qui aussi est l'apanage des grands joueurs du top du DH20 et qui fait qu'il est top 1. C'est qu'en fait, c'est un mec qui est en train de faire évoluer, changer, c'est un grand mot, c'est toujours pareil, mais de faire évoluer l'écosystème NBA. C'est-à-dire que maintenant, il faut penser, ok, on a le profil, comme tu l'as dit, Amine, un profil si particulier que tu peux pas les changer, tu peux pas enlever Nikola Jokic pour mettre Luka Doncic, par exemple, et que ça fonctionne de la même façon avec cet effectif des Nuggets. C'est même pas sûr que ça fonctionne. Et pourtant, on parle d'un mec, comme tu l'as dit Ben, où ça choque à peu près personne chez nous. Ils sont à peu près dans le même tiers. Si tu veux si tu veux les échanger, on va pas crier au scandale. Mais en fait, il est si particulier qu'il est en train d'avoir un impact, alors peut-être à court terme, voilà, mais en tout cas, il le fait évoluer l'écosystème NBA. Et pour moi, c'est ça la preuve de quelqu'un qui, à un moment donné, est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de NBA. Restons dans le DH20 pour parler de la polémique de cet été. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait évoluer le basketball et qui, grâce à lui, va améliorer en fait le basket. Et c'est ça qui est génial. On va te laisser un peu parler, Gabin, mais je corrige ce que j'ai dit. C'est le joueur ultime dans son rôle. Je veux dire par là que je pense qu'il faut pas tomber dans l'extrême, parce que je pense qu'il y a une petite, comment dire, il y a un moment où Nikola Jokic a été un objet de tension, un objet de débat dans le débat NBA, et je pense que l'erreur, l'écueil, ça serait de tomber dans l'extrême inverse et de le présenter peut-être comme le joueur qu'il n'est pas. Parce qu'en fait, le joueur qui est Nikola Jokic, c'est peut-être le meilleur joueur offensif ou un des 3 meilleurs joueurs offensifs que personnellement j'ai vu jouer de mes yeux vus. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi sur sa campagne de playoff, mais ne mettons pas sous le tapis les quelques questions. Mais encore une fois, je parle de la question d'un pivot défendre face à un 5-5 out. Ce n'est pas une question qui est censée être posée, tout simplement. On pinaille parmi des profils où après on va discuter où est-ce qu'on les place dans la grande histoire du basket. Voilà. Vas-y, Gabin. Mais pour revenir un petit peu sur la défense de Nikola Jokic, en fait, je pense qu'il paye le fait que c'est pas une défense agréable à regarder. Il est pas athlétique, il fait pas des gros contres à la Anthony Davis, mais il est pas négatif. Il est, vous l'avez dit, il est correct, il est médian. Et dans ce cas-là, bah, tant que il y aura pas une équipe qui sera capable de scorer plus que les Nuggets sur une série de playoffs, c'est pas un souci en fait d'être correct en défense. C'est pas tant qu'il est pas négatif. Et j'avais juste un truc à dire, et là je suis très très dur, et c'est juste pour trouver des petits problèmes. Je l'attends beaucoup l'année prochaine parce que pour moi, cette année les playoffs étaient ouverts pour eux. C'est-à-dire le niveau NBA qu'on a eu en playoffs n'était pas le plus élevé des dernières années. Enfin, ils ont eu Minnesota, c'est un premier tour. T'as les Suns, c'est le début du projet KD. C'était pas forcément une équipe aboutie sur le moment. Les Lakers, Après, on était sur une série où à un moment donné, il y en avait un qui marchait sur l'eau hein, et qui s'appelait pas KD pour le coup. Bah, je sais. Mais par exemple, tu les reprends cette année avec 1 an d'expérience en plus contre les Suns. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça marchera peut-être mieux. Et donc et pareil, le hit en finale, bah à aucun moment on s'est dit que c'était possible que Miami passe les finales NBA. Alors que si on avait eu peut-être une finale NBA contre Milwaukee avec tout le monde en forme et les Bucks qui font des playoffs, enfin qui au niveau auquel on les attendait. Ceux attendus. Bah on aurait peut-être donné encore plus de crédit à Jokic de passer ce genre d'équipe. Alors que quand ils ont gagné la finale, on s'est dit bon bah ils ont fait le job quoi. À aucun moment on les voyait perdre contre Miami. Je vois une moue, Amine. Oui, je trouve qu'on minimise quand même. C'est dur. On minimise surtout étant donné, c'est-à-dire que comme comme tu l'as dit toi-même, Gabin, tout à l'heure, le second meilleur joueur de l'équipe, c'est le 21e du DH20, et encore, il y en a qui sont pas d'accord pour l'avoir aussi haut. Et sans parler du fait que derrière, on a plutôt le 3e meilleur joueur, c'est plutôt un spécialiste défensif. On a eu un très bon Michael Porter Jr. en playoff, bon, par séquence, mais en tout cas, on a eu des moments où c'était même un très bon défenseur, donc il y a des miracles parfois. On se retrouve donc dans une situation où les Nuggets sont portés par une superstar, un soleil, comme on le dit souvent, c'est l'héliocentrisme d'une manière extraordinaire en fait, et moi là où j'aimerais appuyer sur, j'ai pas envie d'être négatif avec Jokic parce que c'est notre numéro 1, on va pas chercher des bémols juste pour chercher des bémols. Il y en a qui l'ont fait sur Giannis. Effectivement, Ben, le bémol de toute façon il est très simple, c'est pas un joueur élite en défense, c'est tout.
et c'est peut-être même un joueur moyen en défense, en fonction de comment on juge sa défense. Et en fonction, on peut l'estimer vraiment moyen dans le sens où il ne s'incorpore pas dans tous les systèmes de défense non plus. Parce que si vous le faites jouer dans certains systèmes, ça devient compliqué pour Nikola Jokic. Néanmoins, c'est celui qui trouve les solutions à tous les problèmes. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Surtout, disons que j'ai un peu de rancœur envers l'autre pivot star de la ligue qui, justement, son principal défaut, c'est de ne pas trouver les solutions. Là, il trouve toutes les solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur dans la ligue, pour moi, il n'y a pas un joueur dans la ligue aujourd'hui, pas même un initiateur extraordinaire comme Luka Doncic, qui trouve autant les solutions à tous les problèmes. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de bémol à sa place de numéro 1. Je veux même pas en rajouter. Si on peut juste poser une question, c'est la question du back-to-back, de est-ce qu'il gardera sa place du DH20. Ça, c'est la question supplémentaire. Pour moi, je vais rejoindre ce que je disais juste avant quand on parlait de Giannis. Il a acquis le statut, le fameux statut de... ça y est, il a gagné un titre. Il a prouvé que justement, comme tu l'as dit, Amine, il faut construire autour de lui. Il faut un effectif à peu près adapté, mais en tout cas, il est capable de le magnifier et de l'emmener au bout. Donc, il peut le faire. On le sait. Maintenant, qu'est-ce qui peut l'empêcher de reprendre cette place-là l'année prochaine? Soit un Giannis de retour au sommet, ce qui n'est pas impossible, un Giannis historique, pour une raison X ou Y, soit ça fonctionne très très bien avec ce fameux trade, soit il retrouve de l'efficacité, enfin il y a beaucoup de raisons. Peut-être une sortie malheureuse des Nuggets pour une raison X ou Y, peut-être une blessure, ce qu'on ne souhaite jamais évidemment, mais ça peut arriver. Peut-être, voilà, Gabin, il y a un monde où les Suns magnifiés sur une série de playoffs tournent tous à 75% de true shooting, donc d'efficacité plutôt. Tu n'y arrives pas à t'en sortir. Bon, voilà. Donc c'est possible. Il y a un monde où il récupère pas une nouvelle fois la couronne, j'ai envie de dire. Mais je suis d'accord avec toi, Amine. Tu m'as convaincu. L'heure n'est pas à chercher la petite bête. L'heure est à célébrer le fait que Nikola Jokic est un magnifique numéro 1 du DH20. Et c'est vrai que cette sensation d'avoir les clés en main de personne n'a réussi à lui poser problème. Il a trouvé, comme tu dis, Amine, la formule est bonne, je pense. Il avait les solutions à tous les problèmes qu'on lui a posés. On lui a peut-être pas posé tous les bons problèmes, Ben, peut-être. Oui, mais en tout cas, tous ceux qu'on lui a présentés, il a trouvé la solution. Et c'est ça, être le meilleur joueur à un instant T. Je veux la même énergie. J'aurais aimé la même énergie avec Giannis la saison dernière. Mais passons. Par rapport à ça, moi, je me méfierais toujours de minimiser les campagnes de playoff parce que c'est l'argument qu'on avait fait à Giannis. En fait, tous les mecs qui se retrouvent à un moment numéro 1, oui, mais la campagne de playoff, vous n'avez pas joué contre les Warriors 2016, contre le Thunder 2016. Bon, passons. Par rapport à Jokic, pour moi, il fera le back-to-back à cause du contexte, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde le DH20, première chose, les mecs qui se sont fait dépasser à chaque fois, il y avait clairement quelqu'un dans le viseur de Claire. La première année, LeBron James est premier, il y a KD qui pointe derrière. Ensuite, on a donc KD premier, il y a Giannis qui pointe derrière. Cette année, Jokic, j'ai réécouté le DH20 de l'année dernière, où je n'étais pas présent dans la deuxième partie. Grand bien en a fait. Eh bien, en gros, quand on réécoute, parfois le sous-texte, c'est plutôt pourquoi Jokic n'est pas encore numéro 1 sur certaines séquences. Donc, il y avait encore cette bascule-là. Il y avait à chaque fois un prétendant, un dauphin. Où est le dauphin cette année? C'est-à-dire que oui, il y a peut-être Giannis qui doit retrouver la place, mais ça, je pense que reconquérir la ceinture, ça sera un peu dur, peut-être dans l'esprit de beaucoup de monde, que de l'avantage d'être numéro 1, première chose. Deuxième chose, très souvent, quand tu te fais reprendre la place, la personne qui la reprend, il faut pas aller le chercher très très loin. Giannis, on l'a déjà dit, il y a peut-être cette difficulté à reprendre la première place. Ensuite, Curry, on a beaucoup discuté sur le fait que son profil, par essence, le limite et met un plafond. Qui n'a pas été, argument, on a le recul maintenant, qui n'a pas été apprécié par les fans de Stephen Curry. Mais ça, c'est un autre débat. Luka, on a dit la dimension succès collectif. Compliqué d'aller imaginer un Luka. Alors peut-être qu'il va être historique, etc. Mais il faut un minimum, on est dans la limite de l'exercice, un minimum de succès collectif. Et on a dit ensuite, on a une cassure dans nos votes. Je vois pas quelqu'un en dehors top 4 venir voler la place. Donc moi, j'aurais tendance à parier, sauf cas exceptionnel, blessure, sur le back-to-back. Alors que tous les ans, je tiens à préciser que je pense que je suis toujours celui qui insiste sur ça. Pour moi, on a tendance à trop porter au nu le premier du DH20 à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, année après année, il n'y a pas un écart aussi large qu'on le sous-entend. C'est-à-dire que cette année, Jokic est premier, mais Giannis n'est pas très loin. Il n'était pas très loin de Giannis l'année d'avant. KD était pas très loin de LeBron la première année. L'écart est limite à chaque fois. Je pense qu'on surestime ça et que l'écart se crée beaucoup sur le contexte à chaque fois.
Si je, ça m'embête de faire ça. Je vais encore essayer de trouver une limite à Nikola Jokic, c'est comme infernal. Mais ce qui pourrait, peut-être, parce qu'on l'a très bien dit, je crois que c'est toi qui l'as dit, Amine, c'est Jokic qui allait chercher la première place, c'est pas Giannis qui l'a perdu. Peut-être que c'est Jokic lui-même qui peut la perdre. Il y a un monde, on sait qu'en NBA, faire un back-to-back, notamment, c'est très compliqué. Quand tu as gagné, tu as tellement bossé pour avoir cette espèce de graal une fois que tu as remporté le titre NBA, tous les joueurs de basket le disent, une fois qu'on est arrivé jusque-là, il y a une espèce de grand soulagement, il y a une espèce de période de relâchement, sans parler du léger remaniement quand même de l'effectif des Nuggets. Il y a quelques joueurs, quelques très bons joueurs qui ont bien mérité des contrats ici et là. Donc tant mieux pour eux, mais peut-être qu'un Jokic qui est justement, je plaisantais sur sa cote de sympathie d'amateur de course de chevaux plutôt que de joueur que de basketball finalement à ce moment-là. Peut-être qu'il y a un monde où il aura moins la motivation à grind, comme dirait les Ricains, une nouvelle fois cette année, et peut-être que dans ce monde-là, il la repère lui-même, pas en descendant à la 15e place du DH20, hein, je m'entends, mais peut-être que là-dessus, ça pourrait le faire. La difficulté de gagner à nouveau, qui est liée, plus ou moins, qu'on le veuille ou non, malgré nous, au classement dans le DH20. Peut-être que c'est un argument qu'on pourrait mettre là. Je suis assez d'accord avec ça, c'est ce à quoi je pensais. Moi, après, j'aime pas me lancer dans ce genre de pronostic parce qu'il peut se passer tellement de choses dans le sportif que je serais même pas étonné que des gens qui sont plutôt 7e, 8e, 9e aillent chercher un top 4 l'année prochaine. C'est possible. Mais néanmoins, moi, ce qui me fait penser plutôt à une possible perte de cette première place pour Nikola Jokic, c'est que les Nuggets, comme tu viens de le dire, Adrien, je m'attends pas à ce qu'ils fassent le back-to-back, en fait, pour être très clair. Je pense que ça va être très compliqué, pas seulement à cause de Nikola Jokic, ça peut être aussi à cause des autres qui peuvent avoir un relâchement aussi. On n'aura la perte de Bruce Brown aussi. Je l'ai pas cité le nom, mais c'était lui à qui je pensais. J'y ai pensé à la perte de Bruce Brown. Jamal Murray ne sera pas toujours un extraterrestre en playoff. Et tous ces joueurs autour ont tous obtenu un titre et ont peut-être peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi une course à l'armement qui se précise de plus en plus, qui fait que ça sera peut-être plus compliqué. Peut-être que Giannis va profiter. Pour moi, c'est pas un inconvénient qu'il ait une autre superstar à côté de lui à partir de ce soir. Donc, c'est un avantage. Et si Giannis redevient aussi létal que l'année dernière, il peut tout à fait reprendre la première place. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec toi, Ben. Je disais que Jokic est clair numéro 1. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gros écart avec ce qu'il y a en dessous. C'est juste qu'il est quand même clair numéro 1. Néanmoins, Giannis, il suffit de pas grand-chose, sachant qu'il a une qualité que Nikola Jokic n'a pas. Et c'est en ça pour moi que Giannis est quand même son principal concurrent, c'est qu'il est all-around. Donc un Giannis trop fort en défense, trop fort en attaque, il est tout de suite candidat à la première place pour le DH20. Après, tout dépend comment se passe exactement la saison. Moi, je suis plus confiant aussi. Enfin, je suis plus confiant. Disons que les Mavs, ça me paraît qui tout double. Ça va être soit une très bonne saison, parce que j'aime bien la construction du roster, soit ça va exploser parce qu'il y a d'autres problèmes que la construction du roster. Donc, ça peut être une très bonne saison pour les Mavs, et Luka qui tape aussi tout de suite très fort à la porte. Donc tout ça, pour moi, ça me pose trop d'interrogations pour me dire Nikola Jokic sera encore numéro 1 l'année prochaine. Je suis plutôt tendance à dire rien dire. Ne rien dire. Parce que j'en sais rien. À toi, Gabin. Moi, je résumerai ça comme ça. Il a le contexte le plus favorable pour faire le back-to-back. Parce que je tiens à rappeler quand même, les gars, que oui, les Nuggets feront peut-être pas le back-to-back, mais encore une fois, alors l'histoire du DH20 est courte, donc c'est facile à résumer. Giannis devient premier alors qu'il se fait sortir au second tour contre les Celtics. KD devient premier alors qu'il se fait sortir au second tour contre les Bucks. Donc en fait, il faut regarder qui va sortir au second tour. Si Jokic se fait sortir par quelqu'un au second tour, il sera numéro 1. Mais en tout cas, il y a peut-être... Je pense que c'est décorrélé. Je pense que, globalement, je pense surtout que la première place de Nikola Jokic, on attendait tous le moment pour le couronner. Et je me demande, en fait, au moment où on va le découronner, ou du coup, le sortir du trône. Amine, je te relance rapidement. Et Gabin, tu auras par rapport à ce que tu dis, en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en fait, ça dépendra beaucoup de ce que feront en même temps. Je pense ces deux principaux concurrents pour la première place, c'est-à-dire Giannis et Luka. C'est ceux qui peuvent accéder à ce Graal à un moment, enfin,
retrouver le Graal pour Yanis et y accéder pour Luka. Si on est sur une saison moyenne des Nuggets avec un très bon Jokic, mais que Yanis retourne en finale NBA monstrueux, il va récupérer la première place quand même, Yanis. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Gaba. Bah moi, ce qui me dérange en fait, c'est que je vois pas comment on peut le descendre vu que vous l'avez dit, tous les problèmes qu'on a pu lui confronter, il a trouvé des solutions. Et tant que personne m'aura démontré enfin, tant qu'une équipe m'aura pas démontré que c'est possible de juste ralentir même, hein, on parle plus de l'arrêter, on parle de le ralentir un petit peu, Nikola Jokic, je vois pas comment on peut le descendre vu que son offense est, enfin, historique quoi. En fait, c'est comme cette année, il faudrait pas que lui descende parce que je vois pas comment il pourrait descendre. Mais je crois pas trop au relâchement. C'est-à-dire à un moment, bah c'est des compétiteurs quand même. Mais je me dis le seul moyen qui perd sa place, c'est ça, c'est Yanis qui refait une saison, mais vraiment sur des standards enfin, encore plus élevés où là il gagne le titre et il fait une saison très propre. Mais si je dois faire des odds, vous savez, sur qui sera premier l'année prochaine, moi je vois un bon ouais, des cotes. On est en France, pardon. Je vois des bons 70% Jokic quoi. Là où j'irais peut-être, et j'ai vu Adrien un peu bouger, donc je vais relancer Adrien ensuite. Je pense que, tu vois, ça se joue à rien en fait, parce que en soi, là, on met des claires différences, mais là où je rejoins Amine, je l'ai peut-être un peu moins mal tourné. Il y a des différences nettes à l'échelle du DH20, dans un classement dans lequel il n'y a pas de différence. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il est largement premier dans un classement où on est vraiment sur une tête d'épingle. Un Jokic qui a moins d'efficacité loin du cercle, qui tombe sur une équipe qui peut jouer 5 out, qui en plus a pas de Jamal Murray en fusion parfois pour prendre 2-3 pull-up. En face, c'est vrai, t'as peut-être un Giannis qui fait une saison et qui retrouve ce côté dominant parce qu'en fait, à chaque fois, le joueur au top du DH20, il a un peu le bonus DH20, c'est qu'on se dit, il est premier et il est inarrêtable. C'est le KD des Nuts, c'est le LeBron de la bulle, c'est le Giannis des Bucks où tu te dis, c'est le joueur ultime, ou en tout cas, il s'en rapproche. Donc, c'est vraiment pour ça, moi, je tiens à mettre en avant, pas trop juger le joueur à l'aube de ses meilleurs jours, mais aussi pour pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire si Jokic tombe sur une équipe 5 out qui met 50% à 3 points et qui tombe, ah mon Dieu, c'est une tanche en défense. En fait, retrouver cet équilibre, à se dire toujours, t'es aussi le fruit du contexte des match-ups qui ont pu être joués, etc. Et bien évidemment, que s'il n'est pas numéro 1, il sera numéro 2, numéro 3, mais en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en NBA. Adrien, tu as beaucoup présenté d'épisodes, alors tu auras le mot de la fin dans celui-ci. Oui, bah, et puis en plus, j'avais pas grand chose à dire. Tu m'as vu bouger, c'est juste que j'étais en train de penser, et ça m'a fait sourire, que ça faisait à peu près 10-15 minutes qu'on était en train de théoriser sur qui l'année prochaine pourrait reprendre la place de Jokic. Et j'étais en train de me dire, c'est bien la preuve de ce que disait Amine, c'est que cette année, le clair numéro 1, c'est Nikola Jokic. On est déjà en train de se dire, alors qui pourrait l'année prochaine à se Comme projeter? c'était Yanis Ce qu'on évite l'année de dernière. faire. Voilà, et en plus, c'est ce qu'on évite de faire chez Nkebdo. On est très prudent, on essaye toujours de se méfier de ce qui pourrait arriver. Tu l'as dit, Amine, le sportif, il est tellement incertain, il se passe tellement de choses dans une saison NBA, dans des playoffs. Il faut toujours, pour qu'il y ait un champion, mais aussi pour qu'il y ait un meilleur joueur, il y a des conditions favorables ou défavorables pour les autres si on veut, mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose. Donc c'est tellement difficile de le savoir qu'effectivement, là, on commence à pinailler, mais ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur la saison prochaine et c'est ça qui me faisait sourire. Voilà, c'est Jokic le numéro 1 cette année. C'était Giannis l'année dernière, malgré que j'avais envie de déjà mettre Jokic parce qu'il y a une question d'esthétique, comme toujours. Voilà, moi, je suis content qu'il l'ait eu cette année, enfin, tout le monde le sait. Maintenant, voilà, l'année prochaine, on se donnera rendez-vous au même moment. Entre-temps, on a quand même une très longue saison. Exactement. Très bonne manière de conclure cette période DH20 où il faut dire aussi que ces premières places, je l'ai déjà dit, mais c'est difficile d'en discuter. Donc c'est pour ça qu'on théorise sur Jokic à la fin, parce que qu'est-ce qu'on peut dire à part qu'il est beaucoup trop fort, que c'est un passeur de génie, qu'il a réussi à mettre à 3 points, qu'il a un toucher près du panier incroyable, qui finit tout, le jeu de haut poste est exceptionnel, il voit des angles de passe qui n'existent pas, la relation avec Aaron Gordon est magnifique. Voilà, on pouvait être dithyrambique, mais vous savez que c'est le clair numéro 1 qui a quasi à l'unanimité. Tous les ans, en fait, maintenant, ça va être la tradition. Tous les ans, il y aura quelqu'un qui aura pas un classement différent. En tout cas, pour terminer ce DH20, je vais faire le rappel protocolaire. Et cette fois-ci, j'ai la chance de pouvoir le faire en démarrant du numéro 1 et non pas en démarrant du premier, de la 20e place, pardon.
Premier de ce DH20 2023, Nikola Jokic. Deuxième, Giannis Antetokounmpo. Troisième, Stephen Curry. Quatrième, Luka Doncic. Cinquième, Jimmy Butler. Sixième, Jason Tatum. Septième, Devin Booker. Huitième, Joel Embiid. Neuvième, Kevin Durant. Dixième, Damian Lillard. Onzième, Anthony Davis. Douzième, LeBron James. Treizième, Shai Gilgeous-Alexander. 14e, Donovan Mitchell. 15e, Ja Morant. 16e, Bam Adebayo. 17e, Paul George. 18e, Jaylen Brown. 19e, James Harden. Et 20e, De'Aaron Fox. C'est ainsi, j'ai vu Adrien qui vérifiait, on a pris le bon classement parce qu'on s'est trompé à quelques Exactement. reprises. Sur mon deuxième écran, je l'avais effectivement. On s'est trompé, effectivement, c'est arrivé pendant le mois des H20, parce que ça a été fatigant. Donc là, c'est le bon, hein, c'est bien celui du classement Excel qui a été revérifié plusieurs fois. Avant de terminer, les gars, on va prendre un peu plus de temps sur celui-ci. Ce mois des H20, quelques retours, parce que on doit être honnête, on a enregistré beaucoup d'épisodes avant d'avoir les retours. Donc là, on est maintenant au moment où on a eu certains retours. Qu'est-ce que vous voulez dire, les gars? Surtout que, j'en parlerai peut-être à la fin, mais ça a été un mois très exigeant pour nous. Parce qu'il a fallu poster, il a fallu faire du montage. Du coup, j'en profite pour remercier toute l'équipe pour le mois des H20 et en particulier deux hommes, Gabin qui s'est occupé de tous les extraits vidéo sur Twitter ou X le matin du coup, et Adrien qui a subi mes envois de zip remplis de graphiques pour mettre dans la vidéo. Et ça a été un mois exigeant dans lequel on s'attendait pas à avoir autant de réactions, donc on a eu un peu de mal parfois à revenir surtout, à discuter, surtout que Twitter est pas le média peut-être le plus intéressant pour ça, c'est un truc sur lequel on est en train de plancher actuellement. Un mot pour ce mois des H20, les gars, parce que honnêtement, on est carbonisé. Je suis complètement carbonisé, personnellement. Ah, mais je suis déjà d'accord avec toi. Déjà, première chose, parce que comme ça je laisse du temps à réfléchir aux deux autres. Première chose, déjà, comme tu l'as dit, merci à tous ceux qui ont réagi. Il y a beaucoup de monde qui nous ont suivis sur ce DH20. Ça donne de la force un peu sur différents supports. Et effectivement, ça touche toujours. Alors après, oui, il y a eu plein de réactions. Il y a plusieurs formes de réactions. C'est vrai que le DH20, c'est un format un peu particulier. On a essayé en plus une nouvelle chose cette année d'avoir plein d'épisodes, comme tu l'as dit, Ben. Alors, c'était assez éprouvant. Ça nous permet peut-être de revenir plus en détail. Il y a certaines choses qui sont peut-être aussi améliorées. On ne s'est pas fait bien comprendre sur ce fameux classement qui est à la fois le nôtre, celui des auditeurs, etc. Mais ça amène toujours des discussions et c'est bien la preuve que ce sujet est passionnant dans un moment où en plus on est tous en manque de basket. Bon là, ça y est, c'est en train de revenir avec les Vosges Bombes. Donc voilà, c'est toujours un format. Moi, j'ai trouvé ça super sympa, puis d'écouter tout le monde. Alors on essaye toujours chez Dunk Hebdo, je le disais tout à l'heure en plaisantant, d'être le plus prudent possible, d'essayer de dire que oui, on a nos biais, d'essayer de jamais trop affirmer. Mais finalement, on finit par classer les joueurs dans un certain ordre. Forcément, ça amène des réactions. On n'est même pas d'accord entre nous, puis avec nous-mêmes, chacun individuellement. Donc, vous imaginez bien qu'on comprend que vous ne soyez pas d'accord avec nous. Après, tant que voilà, les arguments sont amenés dans les règles de l'art, c'est toujours un plaisir de voir que certaines personnes préfèrent tel ou tel joueur pour telle ou telle autre raison. Et c'est aussi la beauté de ce sport. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on on aime ce sport de manière différente, on peut y croire, et c'est incertain pour l'année prochaine. Et bah tant mieux, ça veut dire qu'on aura plein de choses à dire encore. Amine, je t'ai vu lever la main ou alors je me suis trompé. Pas du tout. D'accord. Pas du tout, mais bon, en fait, je vais faire très court, moi. Parce que Adrien, je trouve qu'il a presque tout dit ce que j'aurais dit. Donc là, je vais pas parler inutilement. Peut-être un peu d'introspection aussi par rapport à la façon dont on réagit de prime abord, ce genre de choses. Peut-être en tout cas, là, je parle vraiment en mon nom. Quelques petites réactions parfois un peu trop rapides qui sont pas je trouve plus mes mots, je suis désolé. Réfléchis. Ouais, les plus justes, on va dire, les plus, voilà. Et du coup, il y a un petit peu d'introspection, un petit peu d'introspection par rapport à l'ego aussi, parce que le fait d'avoir beaucoup de réactions, ça fait réagir aussi soi-même et qu'à un moment donné, des fois, on se dit, il vaut mieux rester un petit peu plus en retrait parce que l'ego, le faire trop travailler, c'est pas quelque chose de si bien que ça. Donc voilà, c'est les deux choses. Sinon, le DH20 en soi, ça a été un énorme plaisir. Disons que c'est le deuxième que je fais et c'est vraiment le premier que je ressens fortement comme ça, comme une expérience, l'expérience DH20, dans le sens où déjà on a pris beaucoup plus de temps pour le présenter et aussi moi personnellement c'est un vrai classement auquel je tiens plus. Disons que l'année dernière j'avais envie de pas faire de bêtises et cette année je me suis permis justement peut-être des bêtises, mais en tout cas c'est mes bêtises, c'est pas celle d'un autre. C'est vrai, il faut dire qu'en gros, pour vous donner les coulisses, on en parle toute l'année, mais on va dire qu'on est en mode DH20. Enfin, je dirais que personnellement, je suis en mode DH20 depuis mi-juillet.
En gros, mi-juillet, parce que on va dire qu'on a arrêté les classements fin juillet, donc vous voyez déjà, ça fait 2 mois. Oui, ça fait 2 mois. Du coup, ça fait 2 mois. Il est tard. Ça fait 2 mois que les classements ont été rendus. Il y a eu les périodes d'enregistrement, il y a eu période de trame, période de trouver la problématique pour chaque épisode, etc. C'est un travail vraiment, vraiment long. Donc, ce qui fait qu'on vous remercie pour vos réactions et des fois, on devrait faire un épisode off du DH20 pour expliquer la manière dont on le construit, etc. Parce que ça expliquerait beaucoup d'incompréhension par rapport au fait que, par exemple, quand on nous dit « Ah, mais comment vous pouvez avoir X au-dessus de Y ?» Bah, peut-être qu'en fait, X au-dessus de Y, Amine n'a pas X au-dessus de Y, Gabin n'a pas X au-dessus de Y, mais moi et Adrien, on l'a. Donc du coup, Amine peut pas défendre ce classement-là, Gabin non plus. Donc c'est peut-être ça qui est un peu difficile parfois. Je sais pas, Gabin, si tu veux rajouter quelque chose pour terminer. Je rejoins Amine sur le fait que je suis très content de l'expérience DH20 de cette année. Je suis pas forcément satisfait de mon niveau sur la session de l'année dernière, et je pense que c'est lié au fait de plus prendre son temps, de prendre le mois entier de septembre pour tourner, faire les épisodes et les publier, et de se concentrer à chaque fois sur quelques joueurs. Et j'espère que vous, chers auditeurs, vous aurez apprécié ce nouveau format. C'est pas à nous dire, parce que pour nous, je pense que c'est pas que moi, on a pris énormément de plaisir à faire comme ça, en fait, à regrouper les joueurs par petits groupes et à faire des épisodes consacrés. Et l'année dernière, c'était peut-être un peu haché de prendre 10 en même temps et de faire les 10 en même temps et les 10 d'après ensuite. Et c'était encore plus dur le DH20, c'est déjà hyper dur enfin, c'est les épisodes les plus compliqués à chaque fois à préparer et à tourner. Et c'est vrai que l'année dernière, d'avoir les 10 en même temps, bah, tu te rajoutes encore une difficulté supplémentaire. Donc, ouais, je suis très satisfait de cette année. Et puis pour les réactions, c'est bien, ça montre que on a attendu au tournant chaque année. Moi, j'ai eu des amis qui m'envoient pas forcément de messages pour me parler du podcast, qui m'ont envoyé là des messages pour me dire à quel point ils ont apprécié le DH20. Donc ça fait vraiment plaisir et on reviendra fort l'année prochaine. Exactement. Est-ce que je peux te faire un petit teasing, parce que justement sur cette histoire de format, c'est vrai que le DH20, on est un peu entre voilà les gens qui suivent le basket un peu de loin, ceux que j'appelais avec grande amitié, puisque je pense qu'on peut s'inclure dedans, les un peu plus nerds du basket qui regardent énormément de basket, les stats analytics, etc. C'est vrai qu'on est un peu à la croisée des mondes, alors forcément ça fait réagir. Amine l'a bien dit, on n'a pas forcément, et je m'inclus aussi à ce que disait Amine, pas forcément pour le mieux réagi parfois sur Twitter. On est voilà un peu à chaud comme tout le monde, mais on aime ça, échanger et avoir les retours. Et peut-être que justement, on pourrait travailler à quelque chose pour faire parler nos chers auditeurs sur les questions comme ça, aller un peu plus en approfondi autour du DH20. C'est quelque chose, voilà, spoiler, on en a discuté entre nous. Peut-être que c'est un format qui verra le jour dans les semaines, les mois qui arrivent. Clairement, les deux choses là que je veux que vous reteniez, chers auditeurs, auditrices, pour la fin, c'est, première chose, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que c'est la manière la plus intéressante pour nous, pour rester à mi-chemin, vraiment, entre, oui, peut-être la partie plus analytics, etc., et la partie plus grand public. Pour rester à mi-chemin, il y a vraiment cette idée de peut-être prendre plus de temps sur le DH20 sans faire... par exemple, des épisodes de 1 heure sur chaque joueur, ce qui serait peut-être indigeste. On a peut-être trouvé cette formule-là. Après, c'était la première année, c'était extrêmement exigeant d'un point de vue physique, mental et tout, donc on trouvera peut-être une autre solution. Il faut aussi savoir que à chaque fois, on essaye de donner la parole. Vous l'avez remarqué, ça n'a jamais été la même rotation, donc c'est difficile à chaque fois de trouver les bons moments. Surtout que le DH20, idéalement, dans un monde parfait, il sera enregistré en août. Sauf qu'en août, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Donc, on travaille encore le format. C'est la 4e année, mais personnellement, je pense que c'est peut-être le format. On a trouvé la piste. En tout cas, le fait de confier le mois de septembre au DH20, c'est intéressant pour nous. Et surtout, n'hésitez pas, oui, à nous dire la manière dont vous pourriez imaginer d'autres manières d'interagir avec nous, parce que c'est clairement la chose qu'on retient de ce DH20 là, c'est trouver un autre moyen, un autre canal, parce que Twitter n'est pas ce canal-là et on n'a pas encore d'alternatives qui sont très intéressantes. Donc on réfléchit à ça, mais moi je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien et surtout pour avoir bien suivi le DH20 qu'on tease. On sait qu'il est très attendu. Le premier épisode du DH20 chaque année au niveau du démarrage, de statistiques, etc. C'est énorme. Donc, on vous remercie pour ce mois-là. Et on va surtout vous annoncer qu'on va prendre quelques petits jours de pause pour les previews, parce que personnellement, je n'ai pas envie de m'endormir pendant un épisode. Donc, on va prendre un peu de temps. Alors, bien évidemment, la NBA s'arrête jamais. Donc, on parlera sans doute de Damian Lillard et des Bucks dans les jours qui viennent. Mais cette année, ça a été vraiment axé DH20, donc ne vous attendez pas à des previews. Il n'y aura pas 5 épisodes de preview cette année. On va être clair et net. On va faire mollo sur les previews, tout simplement.
En tout cas, du coup, merci Amine, merci Adrien, merci Gabin. Je remercie, ils étaient pas là, Constant, Madiane et Tom. On a beaucoup travaillé sur ce mois DH20, on va souffler, merci de votre soutien. Et puis on se retrouve très très vite pour parler encore une fois de NBA, mais cette fois avec les previews. Salut et merci pour ce mois DH20. À Et plus. merci à toi, Ben. Merci à toi, Ben. C'est surcoté le sommeil. Salut.